Dans cette capsule, nous allons voir ce qu'est un algorithme génétique. Alors, un algorithme génétique, comme on va le voir, c'est un algorithme qui est en fait très similaire à l'algorithme de Beam Search, soit local ou stochastique. Donc, on a ici une description assez haut niveau de en quoi consiste un algorithme génétique. Premièrement, dans un algorithme génétique, on va avoir, un peu comme dans le Beam Search, un ensemble de contenus qu'on va maintenir au fur et à mesure de la recherche. Cet ensemble-là, en fait, on va y référer à cet ensemble-là comme étant la population qui va évoluer au fur et à mesure de l'exécution de l'algorithme. Maintenant, dans un algorithme génétique, le successeur, nos nœuds successeurs qui vont remplacer les nœuds dans notre population d'une génération à l'autre, vont être générés en combinant deux parents. Donc, c'est un peu comme si, en fait, deux parents se reproduisaient, puis ça générait un nouveau nœud dans la génération suivante. Un nœud va également être représenté par un mot, en fait une chaîne de caractères, qui est basée sur un certain alphabet. Ça pourrait être un alphabet binaire ou avec plusieurs lettres. Donc, ça correspond en fait un peu au code, l'analogie avec la génétique, c'est que ça correspond au code génétique du nœud en question. Et la fonction objective qu'on essaie d'optimiser dans la recherche locale, en fait, dans le contexte d'un algorithme génétique, on va l'appeler la fitness function ou en français la fonction d'adaptation. Et il y a trois aspects très importants dans un algorithme génétique qu'on doit définir pour définir un algorithme, développer un algorithme génétique. C'est la partie sélection, comment est-ce qu'on sélectionne deux parents pour générer un nouveau nœud, comment est-ce qu'on fait le croisement entre ces deux parents-là, et finalement, comment est-ce qu'on applique une mutation sur un enfant. Donc, bien évidemment, les algorithmes génétiques sont inspirés du processus d'évolution naturelle. En fait, la motivation ici, c'est que, étant donné que l'intelligence humaine, c'est en fait le résultat d'un processus d'évolution tel qu'on le connaît grâce aux travaux des chercheurs comme Darwin, Weismann et Mendel. Alors, pourquoi pas utiliser un processus, modéliser et implémenter ce processus-là sur une machine pour générer un comportement, une intelligence humaine ou une intelligence artificielle dans ce cas-ci. Et un des avantages de faire ça sur un ordinateur, c'est que dans ce cas-ci, plutôt que d'avoir une génération qui prend 25 ans, ben, on a en fait des générations qui peuvent s'échelonner sur un plus court laps de temps. Donc, on n'aura pas besoin de millions d'années pour générer plusieurs générations. Donc, on peut peut-être espérer converger beaucoup plus rapidement là, vers une intelligence que l'évolution naturelle a permis. Alors, donc on va représenter notre espace de solution par une population. Cette population-là va correspondre à l'ensemble de nœuds. Chaque nœud va en fait correspondre à l'équivalent d'un chromosome. Donc un chromosome, ça va être une chaîne de caractères où les caractères correspondent, donc qui encodent essentiellement l'information sur les gènes de notre nœud. Si on utilisait un ensemble de caractères ou un vocabulaire pour ou un alphabet, pardon, pour nos caractères binaires, ben, on obtiendrait une chaîne de caractères binaires comme ça. Ensuite de ça, une population va générer des enfants avec des procédures simples de croisement de deux parents, suivies d'une mutation appliquée à l'enfant généré. Et tout ce processus-là va avoir un aspect aléatoire, en fait. Ça va être aléatoire dans la sélection des parents, puis dans l'application ou non de la mutation. Et les enfants qui vont être conservés vont ensuite pouvoir se reproduire en fonction de leur adaptation. C'est comme ça qu'ils vont être sélectionnés pour devenir à leur tour des parents pour générer la prochaine génération. Donc, en fait, la fonction de fitness ou d'adaptation va correspondre à notre fonction f de n qu'on essaie d'optimiser. Alors, voici un pseudocode général sur que suit la grande majorité des algorithmes génétiques. Donc, on commence par une population qui va être un ensemble de nœuds générés aléatoirement, c'est-à-dire que l'ensemble des cas nœuds de notre population vont être des chromosomes générés aléatoirement, donc des chaînes de caractères finalement générées aléatoirement. Ensuite de ça, on doit spécifier un nombre d'itérations, donc ça va être le nombre de générations qui va être généré par l'algorithme. Et à chaque itération, on initialise une nouvelle population à l'ensemble vide. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir cette population-là en ajoutant 1 à 1, donc de 1 jusqu'à K, un enfant, un nouvel élément de la nouvelle génération.
Pour faire ça, on choisit un premier chromosome N qui va être choisi avec une probabilité qui doit croître, qui doit augmenter en fonction de l'adaptation du fitness du nœud en question. Ensuite de ça, on va choisir un deuxième parent N', donc ça va être un chromosome différent qui est pris de la population dont on a soustrait le premier chromosome N qui a été choisi. Ensuite de ça, on va faire un croisement entre N et N', ça va nous donner le nouveau N étoile, l'enfant, avec une certaine probabilité qui typiquement va être relativement petite. On va appliquer une mutation sur N étoile, ça va donner une valeur modifiée du chromosome N étoile, et ce N étoile-là va être ajouté à la population. Et donc ce processus-là, on le répète jusqu'à ce qu'on ait rempli notre population, jusqu'à avoir K-nœuds dans la nouvelle population. Et finalement, on assigne la population à la nouvelle population et on continue les itérations comme ça. Donc, on a généré une nouvelle génération, puis on continue jusqu'à ce qu'on ait atteint NB itérations, nombre d'itérations. Et finalement, on va retourner à la toute fin le nœud N parmi la dernière population qui a la valeur de la fonction d'adaptation, la fonction objectif, la plus élevée. Donc, voici un exemple de croisement qu'on pourrait appliquer dans le contexte du problème des N-reines. Une façon de faire un croisement, ce serait de reprendre nos deux parents. Donc, ça, ce serait notre premier parent N. Et ça, ici, ça serait notre deuxième parent N'. La façon d'encoder, donc, sous forme de chromosome, cet état-là, c'est un peu comme on l'a décrit avant, à savoir qu'on va pour chaque colonne indiquer quel est le numéro de la rangée où se trouve la reine sur cette colonne-là. Et pour faire le croisement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir aléatoirement une séparation en deux parties du tableau, donc des colonnes. Puis on va prendre, dans ce cas-ci, on prend la partie à droite du nœud N et on va la fusionner avec la partie gauche du nœud N'. Donc, en fait, on choisit cette première sous-chaîne-là du chromosome N qu'on va concaténer avec à droite de la partie gauche du chromosome N'. Et ça nous donne un nouveau chromosome qui est ajouté à la nouvelle population. Donc ça, c'est un exemple d'application de croisement qu'on pourrait utiliser pour essayer de résoudre le problème des 8 reines. Maintenant qu'on a vu comment croiser deux parents, comment est-ce qu'on pourrait, dans le cas du problème des 8 reines, sélectionner ces deux parents-là de façon aléatoire. Dans ce cas-ci, on va définir notre fonction d'adaptation comme étant le nombre de reines qui ne s'attaquent pas. Donc, avant, on a vu une fonction objective qui était le nombre de paires de reines qui s'attaquent. C'était parce que dans ce cas-ci, on essayait de minimiser ce chiffre-là. Donc, si on veut maximiser, on peut utiliser comme fonction d'adaptation le nombre de reines qui ne s'attaquent pas. Okay. Donc, le minimum, c'est 0, puis le maximum, c'est le nombre de paires, finalement, à savoir 28 dans le cas de 8 reines. Et un choix pour la sélection du premier chromosome, ça serait d'utiliser une probabilité qui est proportionnelle à la fonction d'adaptation. Donc, on a un exemple ici où on aurait une population avec 4 chromosomes. Et là, pour chacun, on prendrait le nombre, la valeur de la fonction d'adaptation, donc le nombre de paires qui ne s'attaquent pas dans ces configurations-là. Donc, je ne ferai pas la dérivation, mais vous pouvez vérifier que dans ce cas-ci, c'est 24, 23, 20 et 11 pour les 4 chromosomes qui sont en haut. Et on renormalise finalement ces fonctions d'adaptation-là, ces valeurs de fonctions d'adaptation, pour obtenir des probabilités, pour obtenir donc des pourcentages qui somment à 100%. Et ça va nous donner en fait la probabilité de sélectionner le premier chromosome. Donc, on aurait une probabilité de 31% de choisir le premier, 29% le deuxième, 26% le troisième et 14% pour le quatrième. Donc, on voit que plus un chromosome correspond à une bonne solution à notre problème, plus sa probabilité d'être sélectionné pour générer un enfant dans la prochaine génération est élevée. Et donc, on voit un processus ici où, pour le premier enfant, le premier parent qui a généré le premier enfant, on a choisi celui-là ici, qui avait une probabilité quand même assez
élevé de 29% d'être sélectionné. Ensuite de ça, le deuxième, par chance, ça a été le premier élément de notre population originale. Ensuite de ça, on a choisi un point où diviser les chromosomes. Et là, dans ce cas-ci, pour cette variante-là, ce qui est une variante qui est raisonnable à utiliser, on va générer en fait deux enfants en faisant un échange entre la partie à gauche d'un chromosome parent avec la partie à droite de l'autre. Donc ça génère cet enfant-là ici. Pour générer le deuxième enfant, on fait la sélection des deux autres parties puis on les concatène ensemble. Donc ça, c'est la partie sélection des parents, suivi du croisement. Et juste faire remarquer qu'en fait, on aurait pu choisir plusieurs autres processus de sélection. Donc, c'est là où il y a beaucoup de liberté dans le design d'un algorithme génétique. L'important vraiment, là, c'est que la probabilité qu'un chromosome N soit choisi augmente en fonction de sa fonction d'adaptation. Donc, en d'autres mots, la probabilité qu'un nœud soit choisi pour générer un enfant doit augmenter au fur et à mesure que, en fonction finalement de à quel point ce nœud-là correspond à une bonne solution à notre problème d'optimisation. Et j'ajouterai également la partie mutation. Bien, dans ce cas-ci, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, avec une certaine probabilité, choisir aléatoirement un des éléments de notre chaîne et puis changer sa valeur aléatoirement également. Donc, on a un exemple où ici, il n'y a pas eu de mutation, mais peut-être qu'il y a eu une probabilité de, je ne sais pas moi, 25%, on avait une chance d'avoir une mutation. Ici, on n'aurait pas eu. Ici, on aurait eu une mutation. Puis dans ce cas-ci, on a choisi aléatoirement un des éléments du chromosome, puis on l'a changé aléatoirement. Donc, dans ce cas-ci, on a passé de 5 à 1. Et encore là, pour la mutation, encore une fois, il y a plusieurs choix possibles, puis d'une application à l'autre, le choix qui est approprié va changer. Puis, lorsqu'on design un algorithme génétique, on doit en fait un peu réfléchir à qu'est-ce qui serait des bonnes mutations là, pour notre problème en question. Je vais finir avec un exemple qui est en fait le résultat d'un projet d'étudiants à l'Université de Sherbrooke, Gabriel Girard, Marc-Alexandre Côté et Simon Renaud, qui en fait ont développé un algorithme génétique pour un exemple, une optimisation où on veut faire avancer Super Mario le plus loin possible dans un des tableaux de Super Mario. Donc, dans ce cas-ci, l'état N, ça va correspondre à la liste des actions que Mario fait à chaque instant de sa vie, en fait, dans le tableau. Donc, en fait, les actions, ça correspond à chaque bouton possible de la manette. Et la fonction d'adaptation, ça serait une fonction qui augmenterait en fonction de la distance parcourue par Mario si il exécute les actions dans le chromosome N. Donc, pour plus de détails, je vous invite à consulter le rapport qu'ils ont généré là, suite à leur projet. Et ici, on a un exemple d'une partie, en fait, du tableau. Le tableau est en fait beaucoup plus long que ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est trouver la liste des actions qui va permettre à Super Mario de se rendre le plus loin possible dans le tableau, puis idéalement de finir. Et en fait, la fonction f de n, de la façon qu'ils l'ont définie dans leur projet, elle encourageait Super Mario de finir le plus rapidement possible également. Alors, on voit ici un exemple de l'exécution de la première génération de l'algorithme génétique. Donc, comme on peut voir ici, puisque c'est initialisé aléatoirement, il ne se passe pas grand-chose. Mario avance à peine. Là, ici, c'est écrit deuxième génération, mais c'est en fait après plusieurs générations. On voit que Mario avance de plus en plus. Il y a un peu d'hésitation, mais on voit que c'est une solution qui est déjà pas mal meilleure et que Super Mario, donc Mario se rend beaucoup plus loin, en fait, dans le tableau. Après plusieurs autres générations, on arrive à une solution encore meilleure où là, Mario avance de façon un peu plus décidée, sans hésitation, et se rend pas mal loin. Donc, en fait, on voit que Mario réussit à terminer le tableau. Et finalement, la génération finale, la solution finale retournée par l'algorithme, en fait, correspond à Mario qui va très, très rapidement là,
sans aucune hésitation jusqu'à la fin du tableau. Puis finalement, on voit ici un test de leur algorithme dans un tableau où on a ajouté un nombre exagéré de Goomba. Et donc, on voit qu'il y a quand même une certaine hésitation, mais quand même, euh, on réussit à obtenir une solution où Mario réussit à s'en sortir puis à ne pas se faire tuer là, par les Goombas.